En direct, notre talk show en forme de revue de la semaine se poursuit avec notre invité politique. Ce soir, je dis invité politique parce que normalement, dans ce segment, on accueille des politiciens, des politiciennes, mais vous allez faire des commentaires politiques. Dominique Champagne, metteur en scène de réputation internationale, on vous accueille dans un contexte de crise, une autre crise, alors que le milieu culturel dans lequel vous œuvrez depuis une quarantaine d'années crie famine. Dominique, sur tous les fronts, on demande des investissements plus soutenus au gouvernement Legault. Vous avez accepté ce soir de commenter cette crise pour nos auditeurs, nos auditrices. Mais d'abord, avant de nous intéresser ensemble à cette crise, je propose qu'on présente aux gens qui nous regardent au RDI ou qui nous écoutent en direct à la radio de Radio-Canada qui vous êtes, votre parcours. Vous avez, je crois, 61 ans, Dominique Champagne. 62, tout frais, bon, là. Vous avez eu 62 ans. Oui. Je me demandais si vous les aviez eus. On n'avait pas votre date de naissance. Il y a 2-3 semaines. Mais voilà. Vous êtes l'un de nos plus brillants metteurs en scène, cofondateur et directeur artistique du théâtre Il va sans dire dans les années 80, compagnie avec laquelle vous avez créé le spectacle culte Cabaret Neige Noire que vous avez vu. Bon, en 1992, Dr. Chicoine. Alors, l'impact a été énorme de Cabaret Neige Noire. On le compare à ce qu'a été le Stitch Show dans les années 60 en termes d'impact. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Cabaret Neige Noire, Dominique? Bon, ça a tout changé. Je dirais qu'au cégep où j'ai fondé le théâtre Il va sans dire, on était baveux, on était échevelés, on était rock. Et puis tout à coup, après mon diplôme à l'École nationale, je me suis mis à faire un théâtre beaucoup plus formel, beaucoup plus contrôlé. Et au bout de 2 spectacles, 3 spectacles, un soir, je dis à mon ami André, avec qui j'avais fondé mon théâtre, tu vas plugger ta guitare électrique, puis moi, je vais appeler quelques auteurs, là, puis on va se lâcher lousse. On va libérer notre parole. Et ça a été un miracle, c'est-à-dire d'abord l'expérience d'écriture, et puis ensuite avec les acteurs, et ultimement avec le public. C'est-à-dire qu'il y a eu une bombe, une vague qui nous a complètement dépassés. Où tout à coup, on se sentait en phase avec un besoin assez iconoclaste, en fait, de danser sur les tombes. C'est un spectacle à la fois cynique, mais plein de vie, où on assassinait Martin Luther King à coups de tarte à la crème, où on pleurait sa mort, mais où on finissait par le ressusciter dans un gospel échevelé. Wow! Alors, oui, ça a été un moment tournant pour moi. Oui, puis ça vous a fait remarquer parce que dans les années 90, on vous doit des mises en scène importantes, là, dont Quichotte, Odyssée, des grands spectacles au Théâtre du Nouveau Monde que vous avez sûrement vus. Tout ça. Ben oui, vous. Je suis assez vieux. J'ai pas de mérite, c'est large. Oui. Entre 2002 et 2006, Dominique, vous avez créé des spectacles comme Varekai, Humanity, Love en collaboration avec les Beatles parce que Guy Laliberté vous remarque à l'époque du TNM puis vous offre de faire ça pour le Cirque du Soleil à Las Vegas. Des spectacles qui vous ont rendu millionnaire. Je cite un texte que vous a consacré Noémie Mercier en 2015. Tout est dans tout. Tout le monde est lié aujourd'hui. Millionnaire comme d'autres grands metteurs en scène qui ont eu cette chance-là de travailler dans ces conditions. Robert Lepage, Gilles Maheu, François Girard. Est-ce que c'est une époque révolue, ça? Dominique, celle où on donnait ces chances-là à des metteurs en scène, d'avoir des budgets, de recevoir des cachets considérables. Bien, je pense que c'est plus le cas probablement au Cirque du Soleil présentement, mais dans le show business, il y a le terme business. Et quand le génie créateur de quelqu'un fait vendre des tickets à un producteur, ben il y a donc à mon avis, c'est pas interdit de penser qu'il y ait des petites fortunes qui se fassent. Mais en ce qui me concerne, ça a été quelque chose de... Et ça l'est encore, hein? Je sens que je suis en rédemption depuis le temps où j'ai bien gagné ma vie à faire mon show. Alors que j'en ai collé des thèmes, moi, j'en ai collé des posters, j'ai eu la tête pleine de colle, puis pas d'argent. Pendant des années, je gagnais 3 000 $ par année. Quand j'ai fait Cabaret Neige Noire, je pense que j'ai gagné 3 000 $ cette année-là du théâtre. Bon, on est en 92, mais toute proportion gardée. J'avais 2 enfants à l'époque, bientôt 3. Tu vis pas avec ça. C'est l'équivalent du salaire médian des artistes. Là. En 2025, c'est 15 000 $. C'est ça. Alors bon, tu sais, je faisais partie. Et là, moi, pendant des années, j'ai connu cette réalité-là, celle d'un théâtre pauvre, où j'ai quand même été très heureux et très libre par ailleurs. Alors, c'est pas tout noir dans cette misère-là. Mais il reste que mon problème pour moi, ça a été, j'ai passé, je pense, mis bout à bout, 1 an de ma vie à Las Vegas, qui est une catastrophe écologique sans nom. Et ça a été une drôle de contradiction d'avoir... J'ai eu 100 millions de budget pour faire un show où je pouvais jongler à 40 boules ou à 45 boules, si je voulais, avec la poésie, la musique des Beatles. Donc, je me suis éclaté comme artiste comme jamais ou rarement dans ma carrière. Et par ailleurs, entre la maison où je vivais et le casino, je traversais chaque matin et chaque soir 6 terrains de golf arrosés par les nappes phréatiques et du désert, et ça me rendait malade. Oui, parce que vous êtes un militant écologiste, c'est ce que vous êtes pas devenu, mais vous l'êtes devenu. Mais veux pas, je veux dire, t'es témoin de cette réalité-là. Bon, j'étais écologiste comme tout le monde, tu sais, je faisais des chèques à Greenpeace, mais j'étais pas dans la rue en train de méditer ou de parader ou de gueuler.
Mais mon réflexe, au lendemain de la première, là, après avoir salué Paul, Ringo, Yoko et compagnie, j'étais allé embrasser avec mes enfants, ma femme et mes beaux-parents les grands séquoias des forêts californiennes avant qu'ils passent au feu. Puis je suis rentré à la maison et j'ai planté des arbres pendant des mois en me disant, là, je vais être sûr que je fais le bien. Parce qu'à Vegas, c'est sûr que je m'éclatais. Je ne vais pas cracher dans la soupe qui m'a nourri. Je ne vais pas mordre la main qui m'a nourri. Je suis très fier et très heureux de ce que j'ai. Mais en même temps, cette contradiction-là, et donc, ça me donne aujourd'hui un regard différent. Parce qu'à Vegas, tu as l'impression d'être déjà dans le futur. Tu as déjà l'impression d'être dans une civilisation décadente qui enrichit certaines poches et qui appauvrit tous ceux qui jouent au casino. Et on vit dans ce monde-là aujourd'hui. Moi, j'ai vu à Vegas, à 3 heures du matin, en sortant de mes intensités d'éclairage, la misère assis sur une chaise parce que tel monsieur, telle madame vient de perdre sa maison, son chalet, son chien, toute sa vie. Et là, il y a les gens du casino qui rapidement viennent chercher et effacer de la réalité la présence de ces gens-là qui ont tout perdu. Et donc, moi, j'ai vécu ça comme une espèce de contradiction un peu difficile à assumer. Puis je faisais de l'argent. Puis moi, tous mes chums, mes amis, c'est des pauvres. Un jour, je rencontre Yvon Deschamps et ça m'a fait du bien. Parce que Yvon a vécu une expérience. Moi, je ne vais pas me comparer à Yvon Deschamps, là, mais Yvon Deschamps, tout à coup, en faisant ce qu'il faisait comme artiste, il est devenu multimillionnaire. Et là, moi, j'ai eu des conversations avec lui que je ne pouvais pas avoir avec grand monde et ça m'a fait un bien énorme. Et je disais à Yvon, c'est quoi un artiste engagé? Puis il me disait, ben moi, on s'est beaucoup servi de moi. Je dirais pas que j'ai été engagé, mais quand on me demandait service, un coup de main, je disais oui. Et moi, j'ai essayé de mettre en pratique ça. Ça m'a coûté beaucoup de temps, mais... En militant, bien sûr, en créant le pacte, souvenons-nous, ça, c'était en 2018. Vous avez réuni 400 personnalités, près de 300 000 signatures pour convaincre les gens qu'il faut créer un mouvement contre les changements climatiques. Ça a été difficile pour vous, je crois, cette époque-là, parce que vous avez été fortement critiqué par des chroniqueurs, là, Nathalie Petrovski, par exemple, qui publie dans la presse un toute texte la droite des médias, là, je l'ai eu sur le dos pendant des mois. Moi, je suis rendu à la fin, je disais « Joyeux Noël », puis il y avait des articles pour m'écœurer. Fait que c'est sûr que moi qui suis habitué d'avoir du succès, je suis habitué que le monde m'aime. Il y a du monde là, qui ont vu Cabaret Nageoire 6-7 fois. Love, c'était pareil. Les gens, en général, m'aimaient. Et là, tout à coup, j'étais détesté. Mais le pacte, ça arrive... On trouvait ça hypocrite, le pacte. On disait, c'est ça, là, en substance. Oui, mais là. C'est de l'hypocrisie. Yvon Deschamps conduit une Bentley. Voilà. Moi, ça m'a... Bon, j'ai dérapé là, un moment donné à la radio, justement, parce que on va attaquer Yvon Deschamps parce qu'il y a la Bentley de Chaplin, mais qui a décidé, lui, de se commettre puis de dire, ben je rêve d'un Québec vert. Et moi, que Yvon Deschamps prenne la peine de se commettre et de dire ça, je suis fier de ça. Je suis fier que... Qui, dans la gauche, est allé demander à Guy Laliberté de faire sa part? Moi, j'ai fait ça. Bon, je le connais, j'ai accès, j'ai son numéro de téléphone, mais il reste... Et là, on me reprochait de jouer à Robin des Bois pour demander aux riches de donner aux pauvres. Mais ça, pour moi, c'est... Le pacte, ça arrive en 2018, mais moi, ça fait depuis 2010... dans le pays où je plante mes arbres, que André Caillé, un soir, débarque à la tête de l'industrie gazière et pétrolière en disant « on s'en vient créer de la richesse ». On sait là, qu'il y a un pactole sous nos terres et on va forer 20 000 puits, puis on va créer de la richesse. Et moi, je fais une enquête et là, je vois le cauchemar qui risque de débarquer et je vois que ni les médias, ni les partis politiques, il y a quelques écolos qu'on entend plus ou moins qui sont au courant de la gravité de la chose. Alors, qu'est-ce que je fais? J'appelle Roy Dupuis, qui était mon coloc, puis Fred Pellerin, puis une gang d'artistes, puis je dis, OK, là, on va mettre les projecteurs là-dessus. Et en quelques jours, il y a 100 000 personnes qui signent une pétition pour demander à l'Assemblée nationale un moratoire sur le gaz de schiste. Et moi, je rencontre des militants, des producteurs laitiers, des plombiers, des ingénieurs, des profs, des retraités avec qui j'ai rien à voir. Mais on se rend compte qu'on a en commun quelque chose qu'on considère sacré, c'est-à-dire l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire et la terre dont on se nourrit. Et que c'est ça qui nous réunit. Je parlais avec Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin, là, puis qui cherche... qui est un ami avec qui je suis allé en mission sur la social-démocratie en 2012. Et je vois à quel point tout le travail est à faire de donner au Parti québécois, parce qu'imaginons-nous, là, qui est prochain premier ministre. Alors, ce matin, OK, juste pour vous donner un petit... Ça, c'est une parenthèse, parce qu'on va venir par parler de la crise de la culture, OK, j'en viens à ça. Oui. Robert Bourassa, dans les années 80, il déclare un jour qu'on va rendre le dimanche ouvrable. On va travailler le dimanche. Et ce matin, je dis à Paul, tu devrais dire qu'un vote au Parti québécois, c'est un vote qui va ramener le dimanche férié.
que la journée qu'on consacrait à l'époque à la vie de l'esprit, et là, je veux pas en appeler à un retour aux églises ou à la religion, mais il y avait un temps dans nos semaines qui était consacré à des activités improductives qui ne nourrissent pas le PIB, comme lire un roman, aller marcher dans la forêt, aller à la pêche, avoir une rencontre de famille, qui nous rendent riches de la vie. Et ça, on s'est dit non, ça c'est fini, sous prétexte que le capital doit circuler. Et moi, je serais curieux, là, j'en parle aux auditeurs, puis je suis pas en train de lancer un mouvement, il faut que je me retienne, moi, parce que je peux me passionner. Là. On va se lancer là-dedans avec des signatures. Dimanche, jour férié, où on va se consacrer à quoi? Oui. À la culture, à la vie de l'esprit. Bon, on va poser parce que la c'est ça qui va nous sauver. Ça, c'est intéressant. On va poser la question aux auditeurs. Êtes-vous en faveur d'un dimanche férié? Quand on vous a contacté, parce que c'est nous qui vous avez contacté, qui nous avons contacté, qui nous avez contacté. En tout cas, on vous a contacté. Pour parler de la crise en culture, vous nous avez dit, j'ai connu la pauvreté, aujourd'hui je suis riche, je signe souvent des chèques pour aider des amis artistes depuis quelque temps. Vous avez été chaudé récemment devant la Chambre de commerce le 28 octobre, alors que Michel Leblanc vous a interrompu. Hein? Vous étiez en train de faire un discours sur la culture. Je ne veux pas qu'on donne de détails, mais je veux juste qu'on dise aux gens qui nous écoutent puis qui nous regardent que vous avez été échaudés. C'est-à-dire que moi, je venez aujourd'hui en vous disant, là, bon, mais moi, je vais parler pour mes amis, je vais parler pour le milieu qui m'a fait, grandir, évoluer, qui m'a rendu prospère. Rappelons les faits, peut-être, Dominique. Mettons la table sur ce qui est en train de se passer. Puis après, on est vraiment intéressé de vous entendre. Depuis le début de l'année, le Musée de la civilisation à Québec, des compagnies comme Ex Machina à Québec, l'Orchestre métropolitain, un théâtre comme la Bordée ont annoncé restreindre leurs activités en raison de difficultés financières. Il y a une baisse importante de fréquentation des salles, jusqu'à 19 % depuis quelques années. Une vraie explosion des coûts de production, jusqu'à 30 % de plus depuis la pandémie, selon une lettre ouverte des 15 conseils régionaux de la culture du Québec envoyée à M. Legault mercredi dernier et dont le Devoir a obtenu une copie. Depuis plus d'1 an, le Front commun pour les arts tente de convaincre le gouvernement Legault d'investir 2 % du budget québécois dans la culture. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui est en train de se passer, Dominique? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça va plus mal qu'avant? C'est sûr que ça va. C'est sûr que la crise est grave. Et je veux dire, Yannick Nézet-Séguin et Robert Lepage ne seraient pas dans le trouble si la crise n'était pas grave, parce qu'eux, ils sont parmi les plus supportés, les plus choyés, si on veut. Oui. Alors, on peut s'imaginer les petites compagnies. Donc, c'est sûr que la crise est grave. Mais moi, je veux donner une perspective. C'est pas pour les artistes qu'il faut investir dans la culture. C'est pour les gens. C'est pour le public, c'est pour le monde. Parce que qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps? On fréquente la culture, on fréquente la vie de l'esprit. C'est important pour nous. Et notre identité, elle est tissée à même cette culture-là. Et là, il y a eu la pandémie, il y a les nouveaux comportements même avec les écrans, il y a des comportements qui changent radicalement. Les gens restent plus à la maison qu'auparavant. Et il faut prendre acte de ça. Mais les arts vivants, c'est des lieux de rassemblement de l'humanité devant la beauté, devant des questions importantes. Et bien sûr, les artistes ont besoin qu'on les soutienne, mais le public a faim de culture. Et c'est la première place pour répondre à Trump. La première mesure que je prendrais, s'il faut radicalement changer notre économie, c'est investir dans la culture. Parce que là, on est sûr qu'on fait quoi? On améliore la qualité de nos vies. Alors, je ne suis pas certain que l'augmentation de la productivité, puis là, tout à coup, comme tu en parlais tantôt, les pipelines, puis tout ce qu'on va ramener sous prétexte là, de création de richesse, c'est un appauvrissement du monde dans lequel on vit. Alors que le travail culturel d'artistes que j'ai bien connu, que je connais bien, là, qui se donnent, qui se défoncent pour que la beauté existe, ça, il faut soutenir ça. Et là, c'est grave. Et pourtant, je comprends pas, parce que Legault, c'est un gars qui lit. Il n'est pas inculte. Alors, pourquoi sa vision du développement économique l'aveugle à ce point? Je ne comprends pas ça. Alors, moi, j'en appelle aux auditeurs. Le dimanche, c'est aussi synonyme d'augmentation dans nos vies, de la vie de l'esprit, de l'espace que d'apprendre la culture. Et c'est un endroit où il faut investir. Alors, bien sûr que les gouvernements doivent faire le travail. Mais les gens, là, tout le monde qui nous écoute, là, il faut acheter des billets, il faut aller voir les shows, il faut fréquenter la culture, il faut lire, il faut s'investir. Bon. C'est pas que la responsabilité de l'État. Mais il y a, vous savez, une partie grandissante de la population qui a recours au panier alimentaire. Bien sûr. Bon, l'inflation, le coût de la vie domestique a explosé. Les gens ont de moins en moins d'argent pour payer 50 $ pour une place au théâtre. Mais alors, les subventions vont aider à rendre la culture, la fréquentation de la culture plus accessible. Ça fait partie aussi du problème.
problème. Mais ce qui est troublant aussi, c'est que les baisses de fréquentation, ça touche pas juste les spectacles payants. Même les spectacles gratuits ont vu leur fréquentation baisser. Donc ça, c'est troublant. Là. Oui. Par contre, des beaux chiffres qui étaient sortis de l'étude de la Chambre de commerce, c'est que les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent au Québec, ils fréquentent plus la culture que les natifs. Voyons. Oui. Et ça fait plaisir de voir ça. C'est un lieu de rassemblement et d'intégration. Et à l'heure où on a aussi des défis importants à cet égard-là, c'est évident que l'espace culturel est un lieu de rencontre, est un lieu de rassemblement. Parce qu'il y a plusieurs acteurs du milieu, comme le metteur en scène Maxime Carbonneau, qui a été cité par RAD, nos jeunes collègues, ou l'écrivain Kev Lambert, là, qui soulève l'ironie de voir un gouvernement de se faire le défenseur de la langue française, mettre en place des politiques d'intégration qui misent sur la culture, ou un projet de loi pour faire du hockey un sport national. Vous avez vu passer ça cette semaine. Oui. Mais hésiter à augmenter l'argent consacré à la production culturelle. Là. Oui. Qu'est-ce que c'est la culture? La culture, c'est l'espace qu'on fréquente pour améliorer notre espace de pensée, notre sentiment à l'égard du monde, nos émotions. Les artistes sont des gens qui se pensent pour exprimer les hauts et les bas, les lumières et les zones d'ombre, les grandeurs et les misères de l'âme humaine. Et on ne peut pas se priver de ça. On ne va pas se priver de ça. OK? Je peux vous dire une chose, on s'en parlera dans 5 ans. On couperait toutes les subventions demain. On va passer un mauvais quart d'heure. Ça va être dur, mais la culture va continuer d'exister. C'est un service essentiel. C'est un besoin essentiel. Alors, on peut-tu investir dans les bonnes parts de nous-mêmes? Est-ce qu'on peut investir là où on est beau, là où on est bon, plutôt que dans ce qui dévaste? Parce que ce qui nous annonce cette semaine-là, ça ne va pas dans le sens de l'amélioration de la qualité de la vie. Oui, ça va profiter. Tu sais, quand Carney dit, bien là, il faut que ceux qui créent de l'emploi, il faut que l'augmentation du PIB. Bob Kennedy, dans un vieux discours, le père de l'autre, là, disait que quelques jours avant de se faire assassiner, il dit « C'est étonnant de voir que tout ce qui est important pour nous n'augmente pas le PIB. » Et je pense qu'un gouvernement qui serait sage, qui serait avisé, va tenir ça en compte et va donner un espace accru. Ça serait donc merveilleux pour répondre à Trump. On dit, bien, savez-vous, nous autres au Québec, on a décidé qu'on allait donner les dimanches fériés et on allait rendre la culture plus accessible juste pour qu'on se sente bien, plutôt que de perdre la tête puis capoter comme on le fait depuis 10 jours. Oui, mais c'est intéressant. Soyons pragmatiques. Là, je cite Kev Lambert dans une lettre ouverte parue dans la presse. C'était le 3 février, il y a quelques jours, en parlant bien sûr de la crise dans la culture. Beau texte. Vous l'avez lu, je le cite. 200 millions en crédit permanent au calque. Ce qu'exige le Front commun pour les arts, c'est le strict minimum. Sur le budget total de l'État, il s'agit d'une somme dérisoire. Envoyer des chèques de 500 $ en 2022 a coûté, à titre de comparaison, 3,2 milliards. Le projet Nordvolt a vampirisé 710 millions à Québec jusqu'à présent. Est-ce que ce sont des fausses équivalences? Non, c'est pas des fausses équivalences. Moi, je vais vous raconter une histoire. As-tu le temps? Là? Ben alors, on va prendre le temps. Le jour où je signe un contrat avec le Cirque du Soleil, j'apprends d'amis avisés que je vais devenir riche. Et les gens qui m'avisent me disent, on va te faire rencontrer des fiscalistes à qui je raconte ma situation. Puis moi, je commence un peu à gagner de l'argent. Je fais des shows de variété à la télé, mais je roule pas sur l'or. Et là, je me fais recommander par des fiscalistes de prendre une adresse dans un paradis fiscal. Mais voyons, vous. Et je dis, non, moi, je ne ferai pas ça. J'ai touché des subventions. Je dois tout à la société. Oh, je ne ferai rien d'illégal. Non, un instant, c'est pas illégal. Entends-nous bien. Ce qu'on te propose, c'est tout à fait légal. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, là, j'ai payé mes impôts. Okay? J'ai rapporté de l'argent avec des tickets que j'ai vendus. Là, j'ai fait du détournement de fonds. Okay? J'ai vraiment l'impression d'avoir volé aux riches à Vegas, là, puis de payer des impôts ici pour financer une partie de la culture. Moi, là, ça a été payant. L'investissement que l'État a fait dans ma carrière, là, avec le retour sur l'investissement qu'il y a eu, puis je ne veux pas limiter les actions culturelles au retour sur l'investissement. Mais le problème, c'est pas l'argent. C'est où va l'argent. Et on vit dans un monde où les États... Présentement, là, Google ne paye pas de taxes sur les pubs. Comment ça se fait? Puis les gouvernements sont incapables d'imposer des taxes alors que Google, Meta sont en train d'appauvrir les médias, la pratique culturelle et s'en mettre plein les poches. Et le fameux 100 millions promis aux médias canadiens, il tarde toujours à être versé. Bon, ça s'en vient, mais même c'est des pinottes. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut en appeler à la souveraineté du peuple, à la démocratie, puis dire un instant, chez nous, ça se passera pas comme ça. On peut-tu décréter que nos dimanches, là, on va fermer nos téléphones? On va fermer les téléphones, on va brouiller juste pour se donner de l'air un peu puis respirer. On devrait. Vous en auriez des décrets présidentiels. J'en ferai un puis un autre. Oui, mais revenons à l'argent, puis à l'argent qui est investi. Le discours économique est intéressant parce que investir dans la culture, ça rapporte. Le pire, c'est que ça rapporte. Oui, bien sûr. Autant que l'industrie automobile, autant que l'industrie pharmaceutique. La culture au Québec, c'est 3 % du PIB.
total. Et puis, génère des revenus de 11 milliards par année. Ça, c'est le déficit. Hein? Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, était sur notre plateau le 18 janvier dernier. Elle disait il faut faire des choix. Est-ce qu'on investit en éducation, en santé, en culture? Et rappelait que la santé, Dr Chicoine, c'est 50 du budget total du gouvernement du Québec. Là. Elle dit l'argent, autrement dit, là, je la cite grossièrement, ça pousse pas dans les arbres. Là. Où devraient aller nos priorités? Moi, je pense que c'est le discours que je tiens depuis le début de l'entrevue, c'est que, à mon sens, l'espace culturel. OK, moi, je dis, j'ai 3 garçons, j'ai toujours dit à mes garçons, la bibliothèque est pleine, jamais vous ne vous ennuierez. Vous avez accès à tous ces mondes-là. Puis, ça coûte le prix d'un livre. Et il y a un grand espace d'enrichissement. Alors, c'est la définition même, par moment, de la richesse, de ce qu'on attend. Là, on a fait du dieu économie, le dieu sacro-saint, le tabou. Il faut défier ça. C'est quoi l'économie? C'est quoi une bonne économie? Un instant. Et moi, je viens d'un monde, là, mon grand-père buvait l'eau à même le ruisseau. Puis en 2 générations, on accepte comme une fatalité que c'est fini ce temps-là. Et moi, je n'admets pas ça. C'est sûr, il faut que je me calme. Mais je pense que l'éducation, l'instruction, la mise en commun d'un certain nombre de valeurs communes, comme l'eau qu'on boit, devrait nous rassembler pour faire en sorte que ça, là, c'est plus important que GNL Québec. Est-ce que vous allez vous présenter pour le Parti québécois avec Paul Saint-Pierre Plamondon? Est-ce que c'était ça votre conversation de ce matin? Parce que là, vous parlez de souveraineté. J'aime beaucoup Paul, mais il y a des choses dans le discours qui est tenu au Parti québécois, entre autres à l'égard de l'immigration et tout ça, que je peux pas... Je t'offrais pas là 2 secondes. Je me souviens comment je trouvais que Pierre Curzi avait l'air malheureux pendant un certain temps, d'être là. Non, j'ai pas joué dans ce film-là, puis j'y jouerai pas. Vous lui avez dit ça, que vous n'étiez pas d'accord avec le bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous répond? Bien, on le voit, ça a été payant pour lui. Quand il a avancé sur ce terrain-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté dans les sondages. Alors, il serait fou. Il serait fou de ne pas poursuivre. C'est malheureux, parce que le Paul Saint-Pierre Plamondon que j'ai connu en 2012, c'est un gars qui étudie à Oxford, qui étudie au Danemark, qui est extrêmement ouvert sur le monde. Et ça, c'est le même Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, il porte un masque, comme tous les politiciens, comme les acteurs. On est obligé d'avancer masqué pour faire croire à l'illusion. Et vous pensez qu'il n'y croit pas fondamentalement? Non, je ne sais pas. J'ai pas eu le temps ou le loisir d'aller au fond de cette conversation-là, mais il reste que moi... je suis pas capable de faire la manchette, je suis pas capable de faire la photo à côté de lui quand il tient certains discours qui me semblent rétrogrades. Bon, 2 questions en rafale. Mario Girard, qui suit la crise culturelle pour la presse, propose des solutions. En tout cas, il pose des questions. Est-ce qu'il y a trop de spectacles? Oui. OK. Ça, j'ai une réflexion là-dessus. Quand Céline Dion fait de la fierté nationale parce qu'elle brille de tout son miel au milieu de la Tour Eiffel, la reine, elle vient d'une ruche. Et la ruche, c'est tout le monde, à partir des quêteux là, qui coudent les boutons sur sa robe, là, qui font en sorte que la reine peut briller. Alors, il n'y en aura jamais trop. Après ça, il y en a-tu qui ont le talent? Il y en a-tu qui doivent durer parce qu'à un moment donné, t'as pas de talent, va ailleurs, parce que là, ça fait 8 fois qu'on te voit, puis c'est pas convainquant. Alors, il y a ça. Oui, ça, c'est le metteur en scène. Non, mais je veux dire, c'est la réalité. Le show business, c'est aussi une jungle, mais il y aura jamais trop de show. Est-ce qu'il y a trop d'oiseaux? On vit dans un monde, là, c'est là-dessus que j'ai fait mon point à la Chambre de commerce. C'est là-dessus qu'ils m'ont sorti parce que Michel Leblanc avait peur qu'un éco-terroriste soit en train de hacker son événement. J'ai dit, on vit dans un monde où les populations d'oiseaux sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce que nos façons de faire l'économie assassinent les oiseaux. Et moi, je refuse ça. Et vous savez quoi? Les artistes sont les canaris dans la mine. Alors, il faut indéniablement, à moins qu'on décide qu'on veut vivre dans un monde où il n'y a pas d'oiseaux. Moi, chaque matin, là, à ma fenêtre à la campagne, j'ai des mangeoires, j'ai une 30aine d'oiseaux qui me font des chorégraphies extraordinaires. Et je ne me priverai pas de ce bonheur-là. Un monde sans artistes, là, c'est comment dire? C'est ça. Alors, c'est tellement évident que comment ça se fait que l'aveuglement nous gouverne? Comment ça se fait que l'ignorance nous gouverne? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de donner à notre culture autant d'importance alors que on est le petit peuple de résistants, d'irréductibles au nord du continent et dont la potion magique, c'est la culture. Bon, ça, c'est une question pour les auditeurs. Réagir à cet entretien. Est-ce que vous êtes d'accord avec le dimanche férié? Avec plaisir. Puis comment ça se fait qu'on vit dans un monde d'ignorance? D'ignorance. Ah, ça, c'est peut-être ça. C'est gouverné par l'ignorance. Gouverné par l'ignorance. Ça, c'est une question en développement. Tout peut arriver à @radiocanada.ca ou la bulle de conversation de l'application audio. Dominique, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Oui. J'ai été bavard, mais quand même. Merci beaucoup.